Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Dans ce nouvel épisode, Jean Leonetti prend le temps de poser son regard sur l'évolution d'Antibes-Juan-les-Pins au cours de ces 30 dernières années. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. La semaine prochaine, cela fera 30 ans que vous êtes maire d'Antibes-Juan-les-Pins. Quand vous arrivez au pouvoir le 18 juin 1995, quels sont les principaux défis que vous devez relever ? D'abord, c'est le défi de s'habituer à un monde nouveau. Je viens d'un monde hospitalier. À cette époque-là, je suis chef de service de cardiologie à l'hôpital d'Antibes. Et donc, je rentre dans la politique, qui est un monde dans lequel je ne connais pas tous les codes. Donc, je découvre aussi des champs de compétences qui ne sont pas les miens. Qu'est-ce qu'il faut faire sur une usine d'incinération ? Qu'est-ce qu'il faut faire sur la politique en matière de sport sur la ville ? Quels sont les retards qui ont été pris dans tel domaine ? Quelles sont les avances qu'il y a dans tel autre ? Donc, il y a une période d'apprentissage logique. Et la première décision importante que vous prenez, je crois, c'est le rachat du Fort Carré. Symboliquement, c'est que vous voulez ancrer la ville dans son patrimoine et sa préservation ? J'avais toujours regardé le Fort Carré quand j'étais arrivé à Antibes, et même quand j'étais adolescent. J'étais escrimeur et il y avait des compétitions au Fort Carré. Et quand je rentrais au Fort Carré, il y avait toute une symbolique, une légende qui faisait que j'avais l'impression qu'on était, entre guillemets, des chevaliers du Moyen-Âge qui venaient sabrer les uns contre les autres. Et cette symbolique-là me séduisait. Je me disais, comment ça se fait qu'on ne peut pas y pénétrer ? Qu'on ne peut pas le visiter, qu'on ne peut pas aller voir comment c'est à l'intérieur. Et j'avais eu l'occasion personnelle de pénétrer à l'intérieur du Fort Carré à l'occasion de ces compétitions sportives, et j'avais vu un panorama extraordinaire. Donc je me disais, ça c'est le patrimoine de la ville d'Antibes. Pour moi, c'était la ville d'Antibes. Le bataillon de Joinville, le sport, l'entrée de la ville par le Fort Carré, cette affirmation à la fois de force qui sont les remparts et de douceur de vivre, c'était l'image que j'avais et que j'ai toujours d'ailleurs de la ville d'Antibes. Et ensuite, la préservation du patrimoine, ça reste un élément fort de votre politique tout au long des mandats. À ce moment-là, il y a des débats qui disent qu'il faut faire un port, quand on y pense, qui va du Fort Carré jusqu'à la Siesta. Et donc, bien sûr, je m'y oppose parce que je pense que c'est dénaturer complètement ce site. Et donc, c'est un des premiers combats. À la fois le rachat du Fort Carré, pas trop difficile, parce qu'on l'obtient en 2 ans de la part du gouvernement. Et puis, de l'autre côté, l'idée que cette ville a une force patrimoniale du fait de ses remparts et du fait de son passé historique de défense de la France à l'époque. Donc ensuite, effectivement, d'autres sujets se posent. Et puis, depuis, chaque mandat est un mandat nouveau, avec des enjeux nouveaux. Et en 30 ans, bien sûr, les préoccupations des Antibois ont changé. Je dois dire qu'à cette époque-là, il y avait un sondage qui disait que l'achat du Fort Carré, la visite du Fort Carré était une des dernières préoccupations des Antibois. Ce qui veut dire que de temps en temps, le ressenti des uns n'est pas exactement le même ressenti que les autres. Ils étaient plus dans la vie quotidienne, dans les transports, dans la sécurité, dans des sujets qui sont des sujets qui préoccupent les hommes et les femmes de ce territoire au quotidien. Quelles sont pour vous les réalisations les plus emblématiques sur ces années-là ? Antibes a changé, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé ? Au fond, il y a une publicité de véhicule qui dit « Elle a tout d'une grande ». Elle avait beaucoup de charme, elle a toujours eu beaucoup de charme, la ville d'Antibes. Juan-les-Pins avait aussi toujours ce charme un peu fou de la joie de vivre et du plaisir de vivre. Mais néanmoins, on n'avait pas d'infrastructure. La culture se faisait en plein air parce qu'il n'y avait pas de structure pour. Les salles de sport étaient dans une certaine précarité parce qu'elles étaient avec des structures provisoires. On n'avait pas de palais des congrès, ou du moins il était fermé parce qu'il était dans un état de sécurité qui ne lui permettait pas d'ouverture. Donc il y avait cette préoccupation, au fond, d'avoir des équipements structurants solides. Donc effectivement, c'est un des points qui a changé. Mais le point qui a le plus changé, quand on le regarde avec objectivité, c'est la sécurité.
se rappelle difficilement que dans les années 2000, on a eu des périodes dans lesquelles on avait un vol à l'arraché ou un vol à la portière par jour. C'est une situation qui, effectivement, était particulièrement difficile, avec un jeu en épingle qui, à cette époque-là aussi, était peu contrôlé. Donc, effectivement, la baisse de la délinquance sur 30 ans, c'est 75%. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas. Et puis, en même temps, le travail est encore à faire pour continuer à avoir une ville qui est effectivement sécurisée, apaisée et tranquille. Ces grands projets, ils n'arrivent pas au début de vos mandats parce qu'il faut du temps pour les mettre en place. Je ne sais pas quelle est la moyenne, une dizaine d'années. Chaque fois, c'est compliqué. On pense à la médiathèque, on pense à toutes ces choses-là. Est-ce que vous pouvez nous les décliner un peu, ces grands projets, nous rappeler ce que vous avez mis en place? Les grands projets, effectivement, ils ont un avantage, c'est qu'ils structurent la ville et ils créent du lien. Et puis, l'inconvénient, c'est que, et ça s'est aggravé, on met pratiquement 7-8 ans pour faire un projet. Donc, un projet que l'on définit et que l'on décide dans un mandat ne se réalise que dans le mandat suivant, puisque les mandats durent 6 ans. Donc, les Antibois et les Juanais m'ont fait confiance, ils m'ont donné le temps pour le faire et je leur suis très reconnaissant. Mais chaque fois qu'on faisait un projet dans le premier mandat, mais on savait qu'on allait l'inaugurer dans le deuxième. Donc effectivement, les équipements structurants, il y a une base de voile qui était faite préfabriquée. Voilà. Aujourd'hui, on a la plus belle base de voile du littoral azuréen. Un stade nautique qui, lui, continue sa rénovation. Azur Arena, une salle entre guillemets de basket, mais qui n'est pas que pour le basket, qui est une halle sportive qui a été construite. Et puis, bien sûr, Antea, qui est emblématique, non seulement parce que c'est un bâtiment de grande qualité architecturale, mais aussi parce que c'est le deuxième théâtre de France, et bien entendu, de loin, le premier théâtre de la région sud. Et puis, le conservatoire de musique, qui est reconnu comme un des éléments majeurs de l'enseignement artistique dans notre région. Donc, ces équipements successifs associés au réseau de médiathèques avec une tête de pont à Antibes, ont fait que la vie culturelle, la vie sportive, la vie économique aussi, avec un palais des congrès qui a été complètement démoli et reconstruit, a fait qu'on a ces équipements aujourd'hui, on a ces équipements structurants. Et quand le stade nautique sera terminé, on aura l'ensemble des équipements sportifs qui mériteront toujours d'être rénovés ou reconstruits, mais qui permet un équipement de la deuxième ville du département. Vous avez travaillé sur les grands projets, mais vous avez aussi travaillé sur les quartiers. Dans les quartiers, vous avez souhaité travailler en investissant les habitants, les riverains. Alors, moi, je suis un passionné de la démocratie participative, comme on dit. Il y a une démocratie qui est la démocratie du vote, mais 6 ans, à la fois, c'est court et c'est long. Et 6 ans de mandat, il faut qu'on soit en lien avec la population. Et c'est la raison pour laquelle on a créé très tôt le numéro vert, pour appeler, pour dire il y a un poteau qui est tombé, il y a un trou dans le trottoir. Et puis ensuite, on a fait des réunions de quartier. Puis ensuite, on a développé des réunions de quartier avec les sites internet, pour que chacun puisse y participer, parce que tout le monde ne peut pas se déplacer pour venir aux réunions de quartier. Puis ensuite, on a créé le conseil de développement, qui est un conseil économique et social, qui donne des avis, soit spontanément, soit parce qu'on le sollicite. Et puis ensuite, on a créé quelque chose que j'avais mis en place quand, au niveau national, on a travaillé sur les lois de bioéthique, c'est les jurés citoyens. Je vois que, d'ailleurs, depuis, le président de la République les a développés. Jurés citoyens, on tire des citoyens au sort, on leur demande leur avis sur une thématique, on les fait travailler pendant 24 heures sur la thématique et ils émettent un avis. Et donc, je pense que ce lien-là est un lien indispensable. Et on continue à avoir, bien sûr, des polémiques. Est-ce que la rue doit être en sens unique ou à double sens? Voilà. Et puis, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais et le vote, c'est le vote qui emporte. Que dans tel quartier, on aille dans tel sens ou dans tel autre. Je crois qu'un maire ne doit pas décider de tout dans les détails. Il doit avoir un programme qu'il applique, faire ce qu'il dit et dire ce qu'il fait, mais que pour autant, dans la vie quotidienne, il faut qu'on soit à l'écoute de nos concitoyens qui nous rapportent des choses qui ne sont pas exactement celles que l'on pourrait penser si on s'adresse uniquement à notre administration ou bien à nos élus.
De la sorte, vous avez tissé un lien vraiment étroit avec la population, avec les Antibois et les Juanais. Est-ce que vous avez constaté que leurs attentes ont changé? Oui, bien sûr. Les mandats sont très différents. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible au développement durable. On va finir avec 25 nouveaux jardins et parcs sur la ville dans ce mandat. C'est bien parce que les gens sont attachés à ce que la ville reste verte, entre guillemets. S'ils voient bien que l'énergie doit être économisée, ils voient bien que l'eau doit être économisée. C'est pour ça qu'on a mis la réutilisation des eaux usées. Donc, l'environnement a pris une place plus importante qu'à une certaine période. Les préoccupations de nos concitoyens restent pour autant à peu près les mêmes. Mais je me rappelle qu'en 95, il y avait un slogan un peu négatif sur la ville d'Antibes. On disait c'est une belle endormie. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Il ne pouvait pas se passer de théâtre puisqu'en hiver, on n'avait pas de lieu pour le développer. Et on a voulu sortir à la fois le théâtre avec la déambulation, à la fois le jazz avec le brass band, à la fois les sculptures sur l'espace public pour que tout soit accessible à tous. Et s'il y a une marque de la ville d'Antibes, c'est une ville solidaire. Solidaire parce que si un enfant a des parents qui sont démunis, il mange à 1 euro à la cantine, on propose un mode de garde à tous les parents, quels qu'ils soient, et on le compense financièrement. Et on se trouve avec des portages de repas qui sont autour de 300 à nos personnes âgées pour un tarif qui est à 1,90 €. Donc il faut qu'on continue à être solidaire. Quel est le projet qui vous a posé le plus de problèmes, le défi le plus compliqué que vous aviez eu à relever? Bon, maintenant, tout est compliqué. Donc, effectivement, chaque fois qu'on construit quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui dit il ne faut pas construire et qui met le béton en avant. Je me rappelle même que le théâtre Antea a été qualifié de bloc de béton. Bien sûr que les choses ne sont pas faites en bois ou en torchis. Mais finalement, le défi le plus important qu'on verra avec le recul, c'est Sophia Antipolis. En 95, Antibes est détaché de Sophia Antipolis. Il n'y a pas de partie prenante. Il a tout juste un petit bout de son territoire qui est sur le territoire de Sophia Antipolis, sur la technopole, et sur lequel il n'y a aucun développement économique de Sophia Antipolis. Les deux éléments, c'est que il y a des communautés d'agglo qui se créent avec l'aide du conseil départemental et de l'ensemble des maires. On définit que, comme la loi l'indique, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis est le responsable du développement économique, de l'aménagement du territoire, du développement culturel. Et donc ça donne une impulsion très très forte à partir de 2002. Et jusqu'en 2005, vous avez si vous relisez les éléments de l'époque, vous avez le sentiment que Sophia Antipolis est en déclin. L'OIN niçois est en train de se mettre en place et il apparaît plus comme une alternative que comme une complémentarité. Et puis le fait qu'il y a un interlocuteur unique, le fait que la communauté d'agglomération prend en main l'avenir de la technopole, apporte deux éléments majeurs. D'abord un élément, je dirais, financier. Parce que ce développement économique, il ramène de l'argent qui peut être redistribué sur l'ensemble des communes. Chaque projet communal bénéficie de 35% de subventions de la part de la communauté d'agglomération, généralement associée à des aides du conseil départemental et régional. Donc ça, c'est un élément qui permet les équipements. Et puis, il y a aussi le développement, parce que on passe avant 2010, on est à 25 000 emplois. Aujourd'hui, on est à 45 000 emplois. Donc, on a doublé le nombre de salariés. Et ça veut dire que toutes les entreprises du monde font aujourd'hui de Sophia Antipolis la première technopole d'Europe. C'est un élément majeur dans le rayonnement. C'est un élément majeur aussi avec... si on veut le considérer ainsi comme un inconvénient, c'est qu'on a plus de population. Il y a 10 à 15 000 personnes qui travaillent à Sophia Antipolis, qui habitent Antibes. Et comme ils ont entre 30 et 40 ans, ils ont des enfants. Donc il faut ouvrir des crèches, il faut augmenter le nombre des enfants dans les écoles. Et la maternité d'Antibes continue à progresser. Et c'est à l'inverse de ce qui se passe dans le département, et c'est à l'inverse de ce qui se passe en France. En France, vous avez moins de natalité. À Antibes,
Antibes, il y en a plus. En France, vous avez moins d'enfants dans les écoles, et dans les Alpes-Maritimes, vous avez moins d'enfants dans les écoles. À Antibes, en 2 ans, on en a 240 en plus. Et donc finalement, c'est un élément c'est une contrainte. Il faut ouvrir des classes, il faut créer des crèches, mais une ville qui a plus d'enfants, c'est une ville qui regarde l'avenir avec confiance. Puis pendant que vous êtes maire, vous vous êtes retrouvé aussi au front sur un épisode de pandémie. Et vous, à ce moment-là, vous vous retournez vers l'hôpital d'Antibes et c'est en lien avec l'hôpital que vous aidez cette ville à passer le cap de la pandémie. L'hôpital a toujours été pour moi, c'est ma maison. Voilà, c'est là que j'y ai exercé mon métier. C'est là que j'y ai appris comment on travaille en équipe, comment on travaille sur un objectif qui est un objectif noble, c'est-à-dire le plus fragile, le malade, les personnes en difficulté. Donc, s'il y a une fierté dans ce domaine, je dirais que l'hôpital d'Antibes aujourd'hui, il est reconnu. Et que s'il y a des soins palliatifs qui sont visités par la France entière, c'est aussi parce qu'on a voulu, avec l'aide de Roselyne Bachelot, à l'époque ministre de la Santé, faire d'Antibes l'endroit dans lequel on avait des solidarités. Et si on a créé un EHPAD public, une maison de retraite publique à côté de l'hôpital, c'est aussi une innovation. Généralement, les maisons de retraite, à cette époque-là, on les faisait dans le moyen pays, à l'extérieur. Et nous, on a pensé très vite que c'était une évidence que le social et le médical se liaient très fréquemment et que les personnes qui étaient âgées et en maison de retraite avaient surtout besoin aussi de support de santé. Et donc, d'avoir un hôpital à côté, c'était plutôt un élément positif. Puis on a créé autour l'accueil Alzheimer, on a travaillé avec le Centre communal d'action sociale d'Antibes, qui est très dynamique, toute une série de prises en charge de nos seniors avec des maisons autonomie. On a posé la première pierre de celui de la Fontaine, on a rénové celui de Centre-Ville, on en a fait un à Juan-les-Pins. Je crois que notre préoccupation envers les seniors est importante et l'hôpital est effectivement ce fer de lance important. Après, si vous parlez du Covid, bon, heureusement, à ce moment-là, on avait un peu de recul. On a eu des injonctions stupides et contradictoire. On nous a dit d'abord que le masque servait à rien. Enfin, les médecins savent que ça sert à quelque chose, puisqu'ils le mettent dans les blocs opératoires. Ensuite, on nous a expliqué qu'il fallait le mettre à l'extérieur, dans la forêt. Ensuite, on nous a fait écrire nos laissez-passer nous-mêmes. Enfin, il y a toute une série de stupidités. Et je crois qu'Antibes a résisté à la démagogie qui consisterait à aller mettre de la javel sur le sable et à la démagogie qui consistait à pénaliser les gens qui se promenaient dans la rue et qui risquaient rien. Il n'y a pas eu un PV sur les gens à l'extérieur qui n'avaient pas de masque, parce qu'à l'extérieur, le masque ne sert à rien, il sert à l'intérieur. Donc, on a plutôt bien géré cette situation. Je me rappelle aussi que, avec d'ailleurs les maires azuréens, on voulait mettre en place des espaces dans lesquels on vaccinait en masse la population, et en particulier la population âgée et fragile, et qu'on nous l'interdisait parce qu'on avait décidé en haut lieu que c'était les généralistes qui devaient faire ce travail, et ils ne pouvaient pas l'assumer. Donc on l'a mis en place contre l'avis de l'État, et heureusement qu'il y a eu à ce moment-là des préfets qui ont compris que nous allions dans le sens de l'intérêt général. Donc cette crise-là, c'est une des crises. Bon, il y a eu plusieurs crises traversées en 30 ans, bien sûr. Une crise économique en 2008, une crise sanitaire avec le Covid. Il y a eu aussi la crise des inondations de 2015 qui a profondément marqué le territoire et qui là aussi l'a fait regarder avec un autre œil. Avant, on avait des zones rouges, par exemple, et on allait dans un territoire et les gens vous prenaient à partie en disant « mais moi, j'ai jamais été inondé, pourquoi je suis en zone rouge, pourquoi on m'interdit de construire, pourquoi on me donne pas de permis, etc. » Et puis, après 2015, tout le monde s'est bien rendu compte qu'on avait une fragilité accrue dans le domaine des inondations et qu'il fallait travailler beaucoup plus dans ce domaine. Et on a concilié, par exemple, l'intérêt environnemental avec l'intérêt de la sécurité, en rachetant toutes les maisons qui étaient dans les lotissements à Biot et à Antibes pour refaire une renaturalisation de la Brague. Dans ce domaine-là aussi, les choses ont changé, les mentalités ont changé, heureusement.
Maintenant, plus personne ne conteste le fait qu'on essaie de redonner à la nature ses droits pour éviter les drames que nous avons vécus dans le Haut-Pays niçois encore récemment, ou bien tout simplement pour retrouver la nature en ville. Donc on a 2 forêts urbaines qui sont mises en place progressivement dans la ville d'Antibes et qui vont être des zones effectivement dans lesquelles l'inondabilité est forte et il n'y aura plus ou pas de bâti, et où en même temps on pourra, quand il pleut pas, aller se promener et goûter à la nature. Comment toutes ces expériences ont fait évoluer l'homme que vous êtes, dans la prise de décision par exemple? Écoutez, dans la prise de décision, j'ai pas changé. Je continue à penser que le pouvoir solitaire est un pouvoir qui tue et que c'est le doute qui est fertile et utile et pas les certitudes immuables. Donc, en revanche, je pense que la faiblesse est une faute grave quand on est responsable. Donc je suis médecin, j'ai eu à prendre des décisions concernant la santé de personnes qui me faisaient confiance. Je réfléchissais beaucoup avant et ensuite j'étais très déterminé après. Et je crois que c'est un peu l'inverse de ce qui se passe souvent en politique, c'est qu'il y a des réactions plutôt que des réflexions, et ensuite il y a des retours en arrière parce que on a pris des décisions de manière intempestive et pas très réfléchie. Donc quand la décision est prise, il faut aller au bout. Mais avant de prendre la décision, il faut prendre la prudence et l'intelligence de concerter et de peser le bénéfice-risque, comme on dit en médecine, de chaque action. Il y a aussi une marque de fabrique, c'est que dès l'instant où on ne détient pas la vérité, on respecte celui qui n'a pas de votre avis. Je pense que la ville d'Antibes traite, entre guillemets, la majorité, traite l'opposition de manière respectueuse et responsable. Et de temps en temps, lorsque l'opposition propose quelque chose qui paraît intéressant, eh bien on le travaille ensemble, parce que l'intérêt, c'est la ville d'Antibes. C'est pas de se chamailler ou de s'invectiver dans un conseil municipal. Je pense que la politique mérite mieux et que les villes méritent mieux que ce genre d'invective. Et maintenant, Jean Lonetti? Et maintenant, écoutez, je constate qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut aller et il faut garder ce climat de confiance qu'il y a entre nos concitoyens et les responsables. Ce climat de confiance, ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord. Ça veut dire qu'on est capable de tous s'écouter. Et puis ensuite, il y a une personne, et pardon de revenir sur le problème médical, qui doit prendre la décision. C'est celui qui a le mandat, c'est celui qui a la responsabilité de le faire. Il doit le faire en toute liberté, et il doit le faire de manière efficace. Et il faut être fort avec les forts et faible avec les faibles. Je crois qu'on a montré qu'on a été fort avec les forts. Les grands groupes, hein, le quai des milliardaires, on ne l'a pas traité avec bienveillance. On a de l'immobilier, des ports, de la gestion de notre ville, obtenu 300 millions en l'espace d'un mandat pour éviter justement d'augmenter les impôts et pour pouvoir continuer à avoir une stratégie solidaire. Cette stratégie-là, elle est transparente et elle est affichée. Donc je crois que c'est un élément important et j'ai la satisfaction de regarder un sondage que j'ai demandé à titre personnel et financé à titre personnel dans le cadre de la réflexion que nous avons sur Antibes demain, et 66% des Antibois continuent à me faire confiance. 23 disent qu'il vaudrait mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui gère la ville, et puis 11% n'ont pas d'avis là-dessus. Donc ça veut dire que ce climat de confiance que je ressens dans la rue, qui quelquefois, comme dit le président du Sénat, Larcher, on est quelquefois à portée de tirage de manche, hein. Mais si on ne veut pas être dans cette situation-là, il ne faut pas être maire, il ne faut pas choisir ce mandat. Je vous remercie. Merci. À la technique, Jean-François Diaz, au micro, Florence Bellon, et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.